Yo les trailers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui me tient à cœur et qui a été beaucoup demandée. Juste par avant, je vous préviens que la vidéo va être très longue parce que je voulais vous donner un maximum d'informations pour vous qui souhaitez débuter en trail. Et je vais vous renvoyer souvent à des vidéos que j'ai déjà tournées. Donc ne soyez pas surpris si je prends des raccourcis. Mais du coup, si on se fait l'intégrale ensemble, je pense qu'on va passer un très long moment. Bon, et bien sûr, comme d'hab, retrouvez dans la description le menu de la vidéo. Comme ça, voilà, vous pouvez sauter d'un paragraphe à l'autre, enfin un truc qui vous intéresse. Vous me posez souvent des questions en fait en dehors des vidéos comme ça pour me demander plein de questions sur comment débuter le trail, des petits trucs un peu techniques. Et c'est vrai que moi mon début de trail, maintenant ça commence à remonter à 4-5 ans. Donc du coup, voilà, j'ai un peu perdu le fil, puis je vous montre toujours des vidéos d'ultra, alors que en fin de compte, voilà, aujourd'hui on va dire que c'est votre vidéo, c'est rien que pour vous, et je vais tâcher de vous donner un maximum d'informations pour que vous soyez au mieux préparés à vos débuts en trail. Et d'ailleurs, pour faire cette vidéo, j'ai sollicité quand même quelques personnes autour de la famille La Route du Trail, justement pour savoir comment aborder cette vidéo. Et du coup, vous m'avez aidé, et du coup, à mon tour de vous aider. Bon, tout d'abord, je vous invite à aller voir cette toute première vidéo. C'est peut-être une des premières vidéos que moi-même j'ai tournées sur ma chaîne après mon premier Follow Me. C'est pas tout jeune, c'est pas très joli, mais il y a toutes les informations dedans qui sont toujours vraies, donc voilà, je vous invite déjà, pour commencer, à aller voir ça. Et rassurez-vous, tout le monde peut pratiquer le trail, même s'il y a une croyance qui dit que les ultra-trails c'est fait pour les gens qui sont un peu plus âgés, et moi je vous dis que nenni. On va aborder les choses un peu de manière générale tout d'abord, et la question qui revient le plus souvent c'est est-ce que je suis obligé de faire de la course à pied avant de me mettre au trail? Eh bien pas du tout, personnellement moi j'ai jamais fait de course à pied, j'ai toujours fait du trail, et voilà, il n'y a pas de raison, c'est pas une version évoluée de la course à pied de faire du trail, c'est une pratique qui est complètement différente. C'est un short, une paire de baskets, et au lieu de courir sur du bitume, vous partez en forêt, sur des chemins ou dans la montagne, et voilà, c'est ce côté nature qu'on apprécie tant quand on est trailer, plutôt que le bitume en plus qui fait mal aux genoux. Et puis non, il n'y a pas non plus besoin d'avoir la montagne pour faire du trail, même si les courses les plus réputées, les Graals comme on dit, sont souvent en montagne, où c'est les distances les plus difficiles et les dénivelés les plus hard. Mais voilà, tout le monde peut pratiquer du trail. Moi je suis en région parisienne et je pratique le trail. Et voilà, on s'adapte. Du coup, ouais, d'ailleurs, sur cette partie dénivelée, grosse distance et tout ça, on y reviendra un peu plus tard sur justement la progression. Comment on passe de courir 5 km en trail à un ultra trail ou tout ça. Mais bon, voilà. Enfin, ça va être abordé de manière très rapide, mais voilà, il faut que je vous en touche un petit mot quand même parce que c'est important. Et le maître mot dans tout ça, c'est d'y aller en douceur et en progressivité. Juste un petit message aux runners qui se mettent au trail, parce que vous me demandez souvent, voilà, c'est parce que vous êtes capable de courir 30 km sur du plat que vous êtes capable de courir 30 km en trail. Attention, il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte, comme le dénivelé, la stabilité du terrain, la fatigue, les paires de chaussures, l'alimentation, l'autonomie, voilà, toutes ces choses-là qu'on apprend du coup en trail dans sa progression progressive, qu'on n'a pas forcément l'habitude, parce que sur les courses sur route, voilà, on va avoir du ravitaillement tous les 5 km, et on part en général pour 4 heures, et on part pas pour une dizaine d'heures. Donc voilà, c'est quand même des choses qu'il faut appréhender avant de se mettre au trail. Comme je disais, tout le monde peut pratiquer le trail, mais comme tout sport, il a ses contraintes et ses difficultés. Donc voilà, on va essayer d'appréhender, je vous en parlerai tout à l'heure, un peu tout ce qu'il faut faire pour essayer d'être au mieux dans ce début en trail. Et du coup, n'oubliez pas surtout et avant tout l'esprit trail, parce que le trail c'est avant tout une communauté respectueuse de la nature et des gens et des autres coureurs. Donc n'hésitez pas quand vous courez dans la nature à dire bonjour aux gens que vous croisez, à ne pas jeter vos déchets dans la nature et bien sûr à remercier avant toute chose les bénévoles sur les courses, parce que c'est le plus important. Parce que sans eux, il n'y aurait pas tout ça. Et une des choses qu'on m'a demandé, c'est si j'ai le vertige, qu'est-ce que je fais? Là c'est un peu plus compliqué, parce qu'effectivement quand tu t'attaques sur des appics à la montagne, c'est un peu délicat. Mais ça, si vous voulez, je peux vous emmener faire un petit saut en parachute, et puis voilà, on en discutera, ça ira mieux. Ça peut être un bon moyen. Maintenant, on va parler un petit peu d'entraînement, parce que le trail, c'est du terrain qui n'est pas forcément stable, dans la boue, dans la neige, enfin, ce que vous voulez, avec des racines partout qui peuvent vous faire tomber. C'est de la relance, c'est du changement de rythme en permanence, c'est de la montée, de la descente. Bref, on sait d'avance qu'on va en... ça va être difficile. Et de fait, on va y aller en douceur, parce qu'il faut habituer son corps, donc différentes articulations, muscles qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler si vous avez déjà fait de la course à pied en trail, notamment les chevilles qui sont beaucoup plus soumises à des déséquilibres. Donc il va falloir se renforcer à ce niveau-là et il va falloir progresser en douceur, et le mieux c'est toujours de progresser en trail, c'est-à-dire de commencer sur des distances assez raisonnables en trail pour se conformer, se conforter sur la distance avant de commencer à augmenter son volume d'entraînement, ses distances et l'intensité de ses entraînements. Bien sûr, on aura mal aux genoux,
aux chevilles, aux muscles, mais bon, quel sport ne fait pas mal quand on change de sport, enfin quand on découvre des nouveaux muscles du coup sur une nouvelle pratique. Et le plus important du coup c'est d'avoir les bons gestes dès le départ, et en fait j'ai pas vraiment de vidéo à vous proposer là-dessus, mais voilà, c'est important d'avoir les bons gestes et de pas trop se courber dans les montées, enfin on en reparle tout de suite après. Et une autre question qui revient, c'est gérer ses allures en trail, parce que effectivement c'est pas simple de gérer ses allures, on sait jamais ce qu'il faut faire. Sur du plat, si on court un marathon, enfin je vais pas dire c'est facile, mais en gros on prend sa VMA, on prend son pourcentage, on court à la même vitesse du début à la fin. Sauf qu'en trail, pour calculer ça, c'est pas si simple, parce que vous avez des montées, des descentes, des terrains difficiles, de la boue, enfin vous êtes ralenti en permanence, donc il y a une grosse gestion des allures en trail, et je vous renvoie une nouvelle fois vers une vidéo, désolé, mais elle incorpore un peu pas mal de notions assez importantes sur comment calculer ses allures et voir comment on progresse en trail. D'ailleurs, un gros parallèle, hein, ne vous inquiétez pas si vous marchez sur un trail, il n'y a aucune honte de marcher sur un trail, c'est tout à fait naturel de marcher. Au début, on va vouloir tout grimper en courant et tout ça, mais préservez-vous au maximum. De toute façon, si vous voulez arriver au bout de votre course sur une distance que vous n'avez pas l'habitude de faire, il est important de rester humble un peu par rapport aux montées et de se dire ok, je marche un petit peu pour récupérer, et puis de toute façon vous croiserez, même si vous êtes un peu dans le mal et que c'est difficile, vous croiserez toujours un trailer qui viendra un petit peu vous accompagner sur un bout de route. Et c'est comme ça qu'on relance et qu'on rencontre des gens. Bien sûr, je vous dis de vous préserver, mais gardez quand même un peu conscience des barrières horaires. Parfois il faut se mettre un petit coup de pied dans le derrière pour avancer quand même, parce qu'il faut se faire un peu de mal quand même si on veut arriver au bout de son objectif. Et voilà, essayez de rester au maximum humble par rapport à votre effort, même si au pire, vous arrivez trop frais à l'arrivée, et bien tant pis, vous savez que cette distance-là, elle est acquise et que la prochaine fois, vous pourrez aller un peu plus vite ou un peu plus loin. Et voilà, il n'y a pas de mort. Même. Ne soyez jamais, disons, déçus de votre performance, vous êtes arrivé au bout, c'est déjà une grande performance. Et du coup, mieux vaut bien finir une course que finir une course complètement amochée et se traumatiser à vide du trail, quoi. Donc, moi, je suis plutôt du genre à m'économiser au maximum, parce que aussi je fais un gros volume de courses dans l'année, donc je ne fais jamais de performance, ou très très peu dans l'année. Et ça me permet de toujours recourir, et voilà, je fais ma grosse course et 2 jours après je suis reparti. Et si vous voulez arriver au bout, il y a une autre technique qui s'appelle le negative split, encore une vidéo, qui permet franchement d'atteindre son objectif beaucoup plus facilement. Même si c'est une technique qui n'est pas forcément facile à maîtriser dès le départ, quand vous commencez le trail, c'est une technique qui peut s'appliquer un peu plus tard et qui sera très bénéfique pour vous. Bon, un petit truc sur les montées, juste... Quand vous montez, on parlera des bâtons plus tard, mais là on va pas parler de bâtons, n'hésitez pas, si ça devient un peu trop pentu, de poser les mains sur les genoux et de vous appuyer dessus pour grimper. Déjà ça vous préserve pas mal les cuisses, ça fait travailler un peu plus les mollets, mais aussi ça vous préserve le dos. D'ailleurs, quand vous avez tendance à marcher sur des portes qui sont un peu moins raides, n'hésitez pas à croiser vos mains dans le dos, ce qui vous permettra de toujours avoir les épaules dégagées et de rester droit, et du coup en haut de la pente, vous verrez que votre dos vous remerciera. Parce qu'on a toujours tendance à grimper un peu courbé, et du coup quand on se relève à la fin ça tire bien sur les lombaires. Voilà, petit conseil en passant. Bon, et bien sûr on va pas se mentir, si on veut progresser, il va falloir je vais encore dire ce mot, il va falloir que ce soit un peu difficile quand même à l'entraînement. Après il y a aussi cette technique, cette nouvelle technique, enfin, qui n'est pas encore prouvée, mais qui dit qu'il faut courir longtemps et pas vite pour aller plus vite. Bon, ça c'est un choix, mais en tout cas si vous voulez vous orienter vers l'ultra trail, vous n'aurez pas d'autre choix que de bouffer du kilomètre. Voilà, parce qu'on se prépare pas sur un ultra trail juste en courant 3 fois 20 minutes dans la semaine. Hein. Voilà, il y a un volume de kilomètres qu'il faut quand même se manger pour pouvoir appréhender ce genre de course. Concernant les entraînements, je vous renvoie encore à une vidéo qui s'appelle les types d'entraînement. Vous allez finir par m'en vouloir, hein, mais bon voilà. Pour un rapide résumé, en gros, on va parler de 3 entraînements qui sont à peu près importants, qui sont le fractionné, qui permet de bien travailler le cardio et surtout la récupération. Et vous pouvez aussi appliquer ces séances de fractionné dans des côtes, ce qu'on appelle une séance de côte, et ce qui permet de stimuler votre VMA ascensionnel. Moi je l'utilise pas, hein, mais bon voilà, en gros c'est pour être plus confort dans les montées, et surtout être plus confort en haut de la montée, pour savoir relancer tranquillement, vidéo sur la relance, tant qu'à faire. Et c'est toujours bon de travailler le cardio quand même. Et en entraînement trail, les sorties les plus importantes vont être le fartlek, la rando course et le weekend jog. Je vais vous résumer, tout est expliqué dans la vidéo sur les types d'entraînement, mais je vais vous résumer ça un petit peu ponctuellement pour voilà, qu'on continue à échanger. La sortie fartlek, en fait, c'est une sortie longue, mais qui va se pratiquer en terrain vallonné. En gros, on court doucement et de temps en temps, on craque et on se fait une bonne accélération entre 30 secondes et 5 minutes. Bon, vous appliquez ça entre 1h30 et 2h, voire plus, hein, si vous êtes parti pour longtemps. Mais voilà, c'est un bon moyen de jouer dans la nature tranquillement sans trop se prendre la tête. La rando course, en fait, le but de la rando course, c'est d'être un maximum de temps en activité. On va pas parler de kilomètres du coup sur ce genre de sortie. Il y a pas de chrono qui compte vraiment.
Enfin si, il y a le chrono, mais il n'y a pas la distance qui compte. Et du coup, ça va vous permettre de vous habituer à porter un sac, à vous alimenter, à boire, enfin à un peu vous gérer pendant une course. Pour vous donner un titre d'exemple, il m'est arrivé de faire des randos courses de 40 km avec 2500 mètres de dénivelé positif en 8 heures. Voilà, c'est pas un rythme de fou. Puis on s'arrête avec les copains, on prend des photos, on rigole. Enfin, c'est pas une sortie pression. Et enfin, il va y avoir le week-end shock. Et le week-end shock, c'est un truc qui vous permet de stimuler vos capacités de récupération. Pour résumer, un week-end shock, en gros, ça s'articule sur 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche, où on va pendant 3 jours faire 3 sorties. Je vous renvoie à la vidéo du dernier week-end shock, voilà, que j'ai fait, qui était essentiellement de la course à pied, mais on peut, pendant un week-end choc, aussi faire du vélo, de la natation ou croiser les sports. Enfin, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est bien d'ailleurs aussi pour les articulations et le corps. Mais alors ce genre de sortie, vous allez en chier surtout le 3e jour, mais vous verrez que ce sera très bénéfique au niveau de la récupération après. Et n'hésitez pas à faire une bonne pause aussi derrière le week-end choc. Normalement, on peut reprendre si on n'a pas fait trop intensif. Et ça doit être le but. Et comment s'améliorer en côte? Eh ben, il faut bouffer de la côte, il n'y a pas de secret, donc... de la séance de côte, des montées, des descentes répétées, encore et encore. Et si vous avez la chance d'avoir des ascensions qui peuvent faire 1 heure ou 2 heures, et bah, profitez à fond, parce que moi je lutte avec mes montées qui font 3 minutes, et je vous dis que je dois envoyer comme un porc si je veux un peu profiter du bénéfice de la montée, quoi. Et surtout en descente, essayez d'envoyer aussi un petit peu, raisonnablement, si vous avez un peu peur, voilà, il faut monter un peu en confiance pour apprendre à poser son pied au bon endroit aussi dans les descentes, parce que ça peut vite être dangereux. Mais voilà, essayez d'un peu envoyer en descente pour la concentration. Vous verrez que c'est très épuisant de se concentrer en descente pour descendre vite. Et que, en même temps, c'est très bon pour le cœur parce qu'il n'y a pas trop le temps de se reposer et ça vous apprend à vous reposer en descente tout en gardant un cardio assez élevé. Enfin voilà, il y a un peu des mécanismes comme ça que le corps doit apprendre. Et bien entendu, qui dit rentrer dans une préparation intensive pour une course, dit de s'alimenter un peu plus, parce que moi je me souviens dans mon premier programme d'entraînement, j'ai perdu 3 kilos parce que je faisais beaucoup de sport et j'avais maintenu la même alimentation. Sauf que forcément on crame beaucoup de calories, on est en hypocalorie toute la semaine, donc il faut pas hésiter à manger bien, mais à manger un peu plus. Quitte à faire des collations genre à 10h, à 16h et à 22h. Il est toujours mieux de manger plusieurs fois dans la journée que faire 3 gros repas. Mais bon, ça c'est un autre débat. Si vous ne savez pas comment organiser votre emploi du temps et vos entraînements, je vous conseille de suivre un programme d'entraînement. Il y a toujours des vidéos disponibles. En fait, la première règle du programme d'entraînement, déjà ça va vous accompagner, vous guider et voilà, éviter de faire n'importe quoi aussi plutôt que faire que des séances intensives. Il y a des temps à respecter, 3 semaines d'effort, 1 semaine de repos, blabla et ainsi de suite. Et quand on débute, c'est plus de R1, bref, tout est dit dans la vidéo. Et le plus important quand on suit un programme d'entraînement, c'est qu'on n'est pas obligé de faire toutes les séances d'entraînement. Enfin, si vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien et tout ça, n'allez pas vous suicider encore plus sur un entraînement. Restez à l'écoute de votre corps, c'est la chose la plus importante du monde. Mais trouvez pas non plus des excuses un peu bidons, genre j'ai mal à l'index, je vais pas aller courir. Non, mais voilà. Enfin, écoutez votre corps et voilà. Enfin, il y a toujours ce truc à peser, savoir si vous êtes vraiment fatigué ou ça va vraiment pas, ou si c'est votre motivation qui est un peu légère, quoi. Donc voilà, de temps en temps, il faut un peu se pousser aussi. On est toujours heureux de se faire une séance d'entraînement. C'est comme la piscine, on n'a jamais envie d'y aller, puis une fois qu'on est dans l'eau, on est heureux. Pour le programme d'entraînement, du coup, je vous conseille plutôt de suivre un programme d'entraînement basé sur la FCM plutôt que la VMA. Ouais, je sais. Parce que en trail, on change énormément de rythme, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on change énormément de rythme, mais on peut pas vraiment se caler sur une vitesse. Donc on va plutôt travailler en FCM, en fréquence cardiaque maximale, pour essayer de rester dans un range un peu normal tout le long de la course. En fait, si vous voulez, on peut pas maintenir une vitesse tout le temps, donc on va essayer plutôt de maintenir un cardio qui n'est pas trop élevé. Moi perso en course, j'ai jamais de cardio avec moi, mais travailler avec un cardio, c'est un exercice assez important parce que ça permet de vous situer en termes de vitesse par rapport à votre cardio et vous allez apprendre beaucoup sur vous, notamment sur les allures, vous allez vite vous rendre compte que vous allez toujours trop vite. Enfin, au départ, on va toujours trop vite, on est essoufflé, on n'est pas bien. Sauf qu'un échauffement, c'est 60%, et 60%, au début, on court à 7,5, ça avance pas, mais c'est comme ça. Et puis après on ira de plus en plus vite parce qu'on va être entraîné. Et vous allez me poser la question de l'entraînement au feeling. L'entraînement au feeling, je vous le conseille vraiment au début pour prendre vos aises un petit peu, pour apprendre à vous connaître et à un peu y aller doucement avec votre corps. Mais l'entraînement au feeling vous emmènera pas loin parce qu'en fait on est toujours sur la réserve, on va pas trop se pousser sur ce genre de séance. Donc voilà, franchement c'est un bon truc pour commencer, mais je pense pas que ce soit très bon pour augmenter ses capacités sportive. Bon, la dernière chose, c'est si vraiment vous avez du mal à vous motiver tout seul, n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a de plus en plus de clubs de running ou de trail qui sont en train de naître dans les villes.
Et voilà, si ça peut vous correspondre un peu plus, moi personnellement je peux pas courir dans un club, hein. Je suis bien tout seul et j'aime bien faire mes entraînements comme je le sens, mais voilà, si vous avez besoin de cette motivation du groupe, ce que je peux comprendre, hein, n'hésitez pas à aller vous renseigner au club à côté de chez vous et faire des séances comme ça. Déjà vous serez encadré auprès d'un coach et voilà, il y a un peu un mouvement de foule qui fait que c'est quand même beaucoup plus sympathique. D'ailleurs, faites attention quand même parce que dans les programmes qui sont faits justement lors de ces sessions, parfois c'est au-dessus de votre niveau. Donc ayez conscience de ce que vous êtes capable de faire et n'hésitez pas à réduire la séance si besoin. En trail, on va souvent parler aussi de PPG, préparation physique généralisée. Donc c'est un peu tout ce qui est renforcement musculaire, gainage, proprioception, travail sur les chevilles, les genoux et tout ça. En gros, ça va servir à quoi? C'est que ça va augmenter votre réactivité quand votre corps va être mis en position de déséquilibre. C'est-à-dire, typiquement, l'exemple où vous allez marcher sur un caillou et que votre pied va partir, bah, si vous êtes assez souple et assez tonique, bah, c'est les deux exercices, proprioception, renforcement musculaire, et bien alors votre corps va tout de suite compenser et va vous remettre droit sur le chemin. Et du coup, voilà, on a vraiment besoin de cette souplesse, cette force, cette réactivité, et voilà, du coup, ces beaux exercices de proprioception, je crois que j'ai fait un truc sur la cheville, du coup va vous permettre de gagner un peu en assurance sur vos appuis. Bien sûr, si vous entraînez sur des terrains trail, ça va se faire un peu plus naturellement que quelqu'un qui va courir plutôt sur du bitume, notamment au niveau des genoux et de la cheville. Mais bon, quelques exercices d'équilibre sur un pied, ça vous fera jamais de tort. Après, tout ce qui est squat, fente ou tous ces genres d'exercices, moi personnellement, j'en fais pas trop. Vous pouvez le faire justement au début pour renforcer vos muscles, mais moi je le fais pas trop parce que j'estime que mon corps mange suffisamment à l'entraînement, surtout que je fais beaucoup de séances de côtes intensives parce que je fais avec les côtes que j'ai. Mais du coup, je peux pas leur remettre encore plus d'efforts dans mes jambes parce que les pauvres, elles vont pas tenir, quoi. C'est pour ça que je nage et que je fais beaucoup de vélo aussi pour justement un peu essayer de lisser tout ça. Les étirements et l'assouplissement sont aussi très importants dans la pratique du trail comme dans la pratique de tout sport parce que plus on va augmenter son volume musculaire, plus on va avoir tendance à se raidir. Donc n'hésitez pas le soir à faire, en plus de vos exercices de proprioception, à faire des exercices d'assouplissement et d'étirement. Concernant les étirements, moi en général, je m'étire 15 minutes après ma session et 45 secondes par muscle, par exercice d'étirement. Mais je m'étire pas avant, je m'étire pas à froid, je m'étire pas à chaud non plus, voilà, j'aime bien cet intermédiaire, je pense qu'il me correspond assez bien. Après, il y a toutes les théories qui existent, donc voilà, ça c'est comment je le fais. Et surtout, après la récupération, après un bon entraînement, c'est de boire de l'eau. Déjà, on boit de l'eau quand on court, et on boit beaucoup après la session. Bien que selon une dernière étude, une légère déshydratation serait plutôt positive pour l'activité musculaire, une trop grande déshydratation est très très mauvaise pour vos muscles et vos tendons. C'est comme ça qu'on fait des tendinites et qu'on a des crampes. Et puis bon voilà, l'assouplissement, hein, vous savez bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, un corps raide, c'est pas un corps qui va être très dynamique sur des déséquilibres et c'est comme ça qu'on se blesse. Bon, j'avais oublié aussi un peu cet aspect-là, mais en trail, on prépare le physique, il faut aussi préparer le mental, comme dans tous les sports. Le mental dans le trail, c'est un peu essentiel parce que il y aura un moment où vous aurez mal, un moment où vous aurez faim, un moment où vous aurez froid, où vous sortirez seul avec juste de la nuit dans la montagne, avec vos pauvres faisceaux de frontal, comme ça. Et c'est là qu'il faut s'accrocher, et c'est là qu'il faut faire appel à tout son mental. Comment travailler son mental? C'est en fait super compliqué à expliquer, et franchement, je sais pas comment vous expliquer ça, parce que enfin, c'est pas pour vous décourager, mais le mental c'est quand même un truc inné qu'on a à la base, quoi. Soit on est battant, soit on l'est pas, plus que ça. Mais ça se travaille, c'est-à-dire que pendant vos entraînements, pendant toutes vos sorties et tout ça, si vous en chiez et que vous continuez toujours à avancer, même sur vos séances de fractionnés, de côtes et tout ça, si jamais vous lâchez, indirectement vous savez que vous renforcez votre mental, parce que vous êtes face à une difficulté et vous l'affrontez. Bon, c'est vrai aussi dans la vie de tous les jours. Le mental va être essentiel au moment où vous êtes en train de décrocher et vous dire « Allez, il faut y aller ». Bon, bien sûr, il y a quand même des moments où, comme je dis, il faut être à l'écoute de son corps et que, bien sûr, si on est blessé ou si on a mal, il faut arrêter. Il faut quand même savoir rester humble aussi, c'est pas grave. Enfin, on a le droit d'abandonner une course, c'est pas grave d'abandonner. J'en ai pas parlé ça d'ailleurs dans cette vidéo-là, mais voilà, sachez que c'est pas grave d'abandonner, c'est naturel d'abandonner, il n'y a pas de honte, et on reviendra plus fort après. Le mental, vous l'apprendrez du coup sur ces entraînements-là, et quand vous aurez des douleurs, des faims, des froids, et ça se renforcera un peu tous les jours, ça se travaille comme ça le mental. Après, c'est très 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 difficile, mais vous verrez que au bout d'un moment, avoir faim, avoir froid, avoir des ampoules, ce sera totalement secondaire sur du coup ce que vous êtes en train de faire parce que vous serez en train de réaliser votre exploit, quoi. Le mental, je vais résumer ça, c'est savoir être fort et savoir faire des abstractions. Et voilà ce que je peux dire pour résumer, mais en tout cas le maître mot c'est ne vous arrêtez pas. Marchez, mais jamais ne vous arrêtez.
Et on va finir cette longue section, parce que c'est quand même l'une des plus importantes, sur la progression, parce que j'ai dit tout à l'heure que j'en parlerai, mais tout à l'heure ça fait déjà au moins 20 minutes. Du coup, la progression, comment ça marche? Bah déjà, le maître mot, ça va être de progresser en douceur. On se double pas une distance sur 2 mois. J'ai fait cette connerie là et j'ai plus couru pendant 2 mois derrière, ça m'a traumatisé quoi. En fait, on va essayer de se conforter sur une distance avec un certain dénivelé. Pas trop au début, sauf si vous habitez en montagne et vous avez la chance de toujours faire des gros dénivelés. Mais par exemple, on va faire un 30 km avec 1000 mètres de dénivelé. Et puis après, si ça se passe bien, bah on fera 30 km avec 2000 ou 3000 de dénivelé. Et puis si tout ça se passe bien, on passera sur du 40 avec 2005 de dénivelé. Ou un peu moins de dénivelé. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va appréhender. Et pareil, arrêtez de me dire... essayez de ne pas vous conforter sur des choses qui ne sont pas comparables. C'est-à-dire que moi j'ai un exemple qui me vient en tête, là, quelqu'un qui m'a dit, ok, j'ai fait l'Eco-Trail Paris 80, j'ai fait un bon temps, effectivement, il a fait un bon classement. Et 6 mois après, il se retrouve sur l'UT4M 100. Enfin, l'UT4M 100 km avec, je crois, 7000 de dénivelé. Bah oui, bah tu tiens pas 35 km. C'est les erreurs standards qu'on fait. Mais voilà, restez pareil, humble. Suivez vos objectifs progressivement et puis mettez-vous des défis. Un défi par an, augmentez un truc. Mais pas tout en même temps. Soyez progressif. Maintenant qu'on a parlé d'entraînement et plein d'autres choses finalement, et pire c'est que j'ai écrit cette vidéo, je sais que ça part dans tous les sens, mais c'est quand même assez structuré. On va parler des équipements, et l'équipement le plus pas le plus important, mais un des plus importants en trail, c'est la paire de chaussures. Je vous renvoie encore à une vidéo sur les paires de chaussures en trail, mais bon. Mais malheureusement, voilà, on va avoir du mal en trail à trouver des paires de chaussures à prix raisonnable. De mémoire comme ça, je pense qu'il n'y a que Kalenji qui propose différentes gammes de prix de chaussures sur la pratique du trail. Mais sinon, si on considère du Red Light, du Salomon, ou du Innovate, ou du Brooks, enfin toutes ces marques-là de chaussures, finalement, on va quand même souvent être dans la même gamme de prix. Et d'ailleurs, dans ces mêmes marques-là, on a du mal aussi quand même à trouver, vous savez, plutôt que des chaussures performantes, des chaussures un peu intermédiaires, quoi. Mais surtout, faites-moi plaisir, ne lésimez pas sur votre paire de chaussures parce que c'est surtout pour vous préserver vous et surtout vos chevilles. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne stabilité dans tout type de terrain. Bon après quoi, standard on va dire un short, un t-shirt et puis une paire de chaussures et puis bon, faut quand même un sac parce qu'en trail, la légende veut qu'on ait un sac. Mais si vous commencez sur du 10-20 km, il n'y a pas forcément besoin d'emporter 3000 choses, donc un petit sac sera amplement suffisant. D'ailleurs, on va en parler tout de suite des sacs. Alors le premier grand dilemme du sac de trail, c'est quoi? C'est est-ce que je prends une poche à eau, ou est-ce que je prends des flasques, ou est-ce que je prends un truc qui peut faire les deux? Moi quand j'ai commencé, personnellement, j'avais une poche à eau, parce que les flasques ça se faisait pas trop, et les bidons solides, parce qu'il y a des bidons solides aussi, j'aimais pas parce que ça faisait très mal. Et à cette époque où j'étais plein d'incertitudes sur mes capacités physiques, on passe tous par là, je prenais des gels et des boissons isotoniques un peu à outrance. Donc, cette poche à eau là, je la remplissais d'1,5 litre de solution isotonique et ça chauffait pendant le trail et tout ça, puis j'étais tellement con à l'époque, je refusais de m'alimenter sur les ravitaillements, enfin je voulais tout faire solo quoi. Oui, vous ferez les mêmes erreurs. Et du coup, au bout d'un moment ça chauffe et puis ça devient un peu dégueulasse. Donc moi ce que j'aime bien faire aujourd'hui, même si je prends beaucoup moins de boissons isotoniques, voire pas du tout, la grenadine et de l'eau, c'est parfait, c'est que je prends des flasques. Et ce que j'aime bien dans les flasques, c'est qu'il y en a une qui est éventuellement avec une solution isotonique ou avec des électrolytes ou ce genre de choses, et une deuxième avec de l'eau, parce qu'il faut pas déconner, l'eau c'est la vie. Bon après les sacs, on va parler en litrage, parce qu'un sac ça s'exprime en litrage. Et du coup, dites-vous que 12 litres c'est quand même assez énorme, et que 5 litres déjà pour commencer, c'est déjà amplement suffisant. Je vais vous montrer quelques exemples de sacs. C'est ma panoplie de sacs, mais si vous voulez, tout mon matos de trail est disponible dans cette magnifique vidéo. Donc, voilà, ça c'est mon sac d'entraînement, voilà, c'est un 5 litres, 2 flasques à l'avant, jusqu'à 400 ml, 2 petites poches et une petite poche à l'arrière. Franchement, ça je m'en sers pour les entraînements. Qu'est-ce que je mets là-dedans? 2 flasques et 2 flasques de 250 ml et puis une pomme-pote ou une barre de céréales, quoi. Donc je le disais, celui-ci c'est mon Salomon, donc à la différence du précédent, c'est qu'ici on peut mettre 2 flasques de 500 ml, donc c'est un peu plus grand. On a des poches kangourou et des poches latérales, ici on peut mettre plein de choses. C'est un 8 litres parce qu'à l'arrière j'ai 2 compartiments, donc j'ai une grande poche ici et une deuxième grande poche ici tout en haut. Bon, ça paraît pas 8 litres, mais bon ça c'est les dernières innovations de Salomon et ils font des trucs assez extraordinaires.
Après, j'ai un premier exemple de 12 litres, parce que 12 litres j'en ai deux, et je vais vous montrer pourquoi c'est pas facile de se dire c'est 12 litres. Donc ça c'est pareil, c'est l'ancien que j'avais, donc 2 fois 500 ml, pareil les deux poches à zip. Et en fait ici j'ai un kangourou qui est un peu plus grand, et pareillement ici une poche zippée qui est beaucoup plus grande. Avec une petite poche que j'avais jamais vue, tiens. Et je peux aussi mettre ici une poche à eau, ce que je peux pas faire dans l'autre. Donc voilà, c'est un intermédiaire, celui-là c'est un peu... Et si je reprends encore à 12 litres, j'ai le Red Light, mais alors celui-là c'est un 12 litres, mais juste la poche fait 12 litres, c'est pas tout le contenu du sac qui fait 12 litres. Donc en fait, parce que j'ai des poches là, je peux mettre deux flasques de 600 ml ici, j'ai des poches là, des doubles poches là, des kangourous partout, encore des poches là. Ce sac est excellent pour les très très longs trails en montagne, et voilà. Donc c'est juste pour vous dire que, attention au litrage, parce que ces deux sacs là font 12 litres, mais alors on n'a vraiment pas la même utilisation. Bon, qu'est-ce qu'un bon sac après tout? Donc déjà un bon sac c'est ce qui peut contenir vos besoins pour un trail, et un trail, c'est quoi les besoins? Il faut calculer le nombre de ravitaillements, se renseigner sur les ravitaillements, si c'est solide, liquide ou pas, si vous aurez à manger ou pas, enfin voilà, voir tout ce que vous allez avoir besoin d'emporter avec vous, liste du matos obligatoire incluse, et que vous devrez forcément du coup mettre avec vous. Mais un sac avant tout se doit d'être confortable, avec des poches accessibles et pas besoin de se torsionner dans tous les sens pour du coup prendre des choses dedans. Après c'est pareil, la poche à eau c'est génial pour emporter une grande quantité d'eau, mais c'est d'une galère à recharger sur un ravitaillement. Enfin moi perso, une flasque tu la prends, tu sors, tu recharges, tu remets. C'est assez cool. Je vous renvoie cette vidéo aussi si vous avez des petits problèmes d'eau avec vos poches à eau. Voilà, ça sert toujours. Le dernier problème des sacs, c'est que les sacs, pareillement, ils sont tous dans la même gamme de prix, quoi. On va avoir du mal à s'en sortir à moins de 100 balles sur un sac, quoi. Je vais encore faire l'apologie de Kalenji, on va me dire que je suis un vendu Kalenji, mais pas du tout. Kalenji propose des sacs de trail intermédiaires et qui, pour débuter, sont amplement suffisants, je pense. Et je parle beaucoup de Kalenji parce que je trouve qu'ils font de très bons produits à prix très abordable. Donc on a parlé du sac et des chaussures, on va quand même parler de 2-3 accessoires à côté. Donc à porte dossard c'est bien, voilà. Là c'était l'appareil qui sert à rien. Mais là on va parler plutôt de frontale. Donc là la frontale ça va dépendre de où vous comptez courir. C'est-à-dire que si vous courez dans des forêts pas trop loin de ville et tout ça, une frontale de 100-150 lumens sera amplement suffisant. Que si vous pensez vous retrouver complètement perdu au milieu de la montagne, il va faire peut-être plus taper dans le 200-250 lumens. Donc le lumen, c'est l'unité de puissance, d'intensité de la lumière. Les choses qu'il faut regarder quand on achète une frontale, c'est surtout l'autonomie à pleine puissance de la frontale, et surtout aussi si cette frontale fonctionne sur batterie ou sur pile. Parce que dans les trails, on va souvent vous demander d'avoir un jeu de piles ou une batterie supplémentaire en plus de vos frontales, voire avoir une frontale encore en plus. Juste une petite note comme ça par expérience, si vous avez vraiment une frontale qui envoie du lourd, faites un peu attention, parce que si vous suivez quelqu'un de trop près, qui a une frontale qui est un peu moins puissante, ça va dessiner devant lui une grosse ombre, donc sa propre ombre. Du coup, on voit plus du tout où on met les pieds, et c'est vachement désagréable comme situation. Parce que la course de nuit, c'est quand même ultra compliqué, c'est complètement différent, parce que la course de jour, autant, même entre elles c'est compliqué, mais on sait plus ou moins où on va. La nuit, il faut être vraiment attentif à chaque chose qu'il y a par terre, pour pas tomber, pour pas se briser une cheville ou un genou. Et c'est pour ça qu'il faut une bonne frontale bien puissante, mais du coup c'est vachement fatigant parce qu'il faut toujours être concentré sur là où on met ses pieds, et niveau physique et psychologique c'est très très éprouvant. Donc voilà, pensez-y quand vous prévoyez de faire un trail de nuit, voilà, prenez cet aspect aussi un peu psychologique en compte. Bon, qui dit trail dit aussi bâton. Donc les bâtons, ça c'est un choix personnel, libre à vous de prendre ou non des bâtons. Ayez juste conscience que des bâtons vous préservez à hauteur de 2/3 à peu près sur la fatigue musculaire des jambes, plus sur les cuisses que sur les mollets. Mais ayez aussi conscience que sur certains trails, les bâtons sont interdits. Donc voilà, ça c'est libre à vous si vous avez l'opportunité de suffisamment vous entraîner en dénivelé pour vous dire que vous n'avez pas besoin de bâtons. Faites. Et voilà, c'est pour ça que moi j'ai commencé avec des bâtons. Même si je vous avoue que franchement je les sors 2-3 fois par an sur des courses, et que là depuis cette année on a décidé de ne plus prendre de bâtons sur les courses, parce que comme il faut préparer la diagonale et que sur la diagonale les bâtons sont interdits, voilà. Et puis une rapide digression quand même sur les compressions, parce qu'on entend souvent parler de ces trucs là.
pourquoi les compressions? Enfin, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais pourquoi les compressions? En fait, typiquement, les compressions, c'est censé améliorer le retour veineux, du coup, dans des muscles, hein, évacuer plus facilement les toxines et favoriser les échanges entre le muscle et tout ça. Mais voilà, pour moi, qui n'ai pas des gros muscles et pas de... parce que ça maintient un peu les muscles et pas de problème circulatoire, je pense pas que ce soit très utile de mettre des compressions. Et voilà, je vous invite, si vous n'avez pas ces problèmes-là non plus, à ne pas commencer à vous mettre des compressions. D'ailleurs, moi, ça m'amène même d'avoir des crampes quand je mets des compressions. Donc voilà, essayez de pas commencer, si vous n'avez pas de raison d'en mettre, n'en mettez pas, et essayez, voilà, moi j'essaie toujours d'avoir une pratique de plus en plus naturelle du trail, donc essayez de vous rapprocher de ça aussi, quoi. Et bon, du coup, la dernière question qui revient souvent sur le matériel, c'est la montre. Et alors attention là, c'est à celui qui a la plus grosse, ou le modèle dernier cri, enfin bref, vous m'avez compris. Même si moi franchement j'ai une super montre qui est vieille, hein, du coup maintenant, mais bon, qui est quand même, qui fait plein de choses, beaucoup trop de choses. Je dois en utiliser 3% et encore je l'utilise que lors de mes ultra trails, quoi. Vraiment à peu plus, à 4% de ses capacités. De mon côté, j'ai vraiment commencé avec un cardio tout bête qui fait juste chrono et cardio, parce que mes sessions étaient en FCM et du coup voilà, j'ai commencé à travailler comme ça. J'avais pas ma distance, j'avais pas mes vitesses, mais voilà, je travaillais vraiment au feeling. Et après, après je suis passé à une montre GPS Decathlon, enfin le premier truc de base, parce que quand je commençais à faire des courses, j'aimais bien savoir quand même à quelle distance j'étais. Et puis disons que l'autonomie de cette montre qui durait 7 heures n'était plus suffisante pour les courses que je faisais, il n'y a rien de pire que se retrouver sans information au milieu d'un trail à vous dire je suis à 70 ou à 80, il m'en reste 5 ou il m'en reste 10. Enfin, voilà. Et du coup je suis passé à une modèle qui est un peu plus... qui tient un peu plus la batterie et qui peut se recharger surtout lors d'une session. Ça c'est très important de savoir si votre montre se recharge une fois que vous avez lancé une session. S'il y a des montres, une fois qu'on les recharge, elles coupent la session et du coup c'est un peu bête. Et voilà, moi je constate aussi que de plus en plus, je prends ma montre, mais c'est juste pour le suivi, parce que j'aime bien avoir le suivi de mes kilomètres dans l'année, mais même encore je m'en fous. Mais voilà, en général maintenant quand je pars en trail, je mets ma montre, je la démarre, je la fous dans mon sac et je m'en occupe plus, quoi. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la pratique, comme je le dis, naturelle. Quand on a une montre, on se met toujours la pression, on veut dire on veut faire bien, on veut pas s'arrêter, on prend pas forcément le temps de faire des photos. Enfin, on est dans la nature, on est là pour profiter, et puis le chrono, je vous jure que même inconsciemment, ça vous met une pression. Entraînement, équipement, alimentant, ça en même pas. Alimentation. Bon, on va commencer par ça, je suis désolé, hein, ça va peut-être paraître étrange pour certaines personnes, mais ne vous lancez pas dans tous ces gels et toutes ces barres chimiques et tous ces produits isotoniques, s'il vous plaît. Non, enfin, juste, voilà, ça dépend de comment vous voulez pratiquer le trail, mais moi personnellement, je suis plutôt, je vais pas dire un randonneur, mais je suis plutôt un trailer plaisir que vraiment un trailer performeur. Donc franchement, j'utilise pas du tout tout ça, et j'essaye d'avoir une alimentation la plus naturelle possible, et je mange du saucisson sur les ravitaillements. Voilà, donc je vous invite vraiment à avoir cette pratique plutôt plaisir, et puis de rester respectueux de la nature, et de considérer l'endroit où vous êtes, et puis surtout de ne pas jeter vos déchets partout. Vous verrez, hein, vous allez vite avoir une petite poubelle toujours accrochée à votre sac, ou une poche dédiée à vos déchets, mais voilà, il n'y a rien de pire que les mecs qui jettent des trucs par terre, et ça m'exaspère, quoi. Vous savez pas le nombre de trucs qu'on peut ramasser sur un trail, quoi. Donc il y en a qui jouent le jeu, il y en a qui le jouent pas. Mais voilà. Mais je vous invite à essayer d'être assez respectueux comme ça de l'environnement qui nous accueille, hein, c'est notre terrain de jeu, donc voilà, il faut savoir respecter ce qu'on nous donne, et si on veut continuer cette pratique, il faut respecter les limites. Franchement, l'eau, avec un peu de grenadine, ouais, quelques électrolytes si vous voulez, mais des compotes en gourde, et puis des petites barres de céréales naturelles, enfin il n'y a pas besoin d'emporter beaucoup plus que ça, quoi, pour pratiquer le trail et pour s'alimenter sur une course. Et puis surtout, alors si vous voulez quand même tester et prendre des trucs un peu plus moins naturels, ne partez jamais sur un trail avec des trucs que vous n'avez jamais testés. C'est bon à vous flanquer l'estomac à l'envers, et voilà. Même si vous n'êtes pas en course ou quoi, chez vous, vous achetez un truc nouveau, goûtez-le, voyez comment votre estomac réagit, même si dans l'effort on réagit pas pareil, mais déjà avoir cette sensation au repos ou en effort moindre, ça vous donnera déjà une bonne idée de comment votre corps va réagir à un produit. Parce qu'il y a quand même des choses... bref. Et pareillement, lors du trail, la consommation alimentaire, ça s'apprend, que ce soit pour la nourriture ou pour l'eau.
Mais gardez en tête qu'il y aura toujours à manger sur les ravitaillements. Pas besoin d'emporter 4000 trucs, il y a à manger sur les ravitaillements. Et faites pas comme moi, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais quand j'ai commencé, je voulais absolument pas entendre parler des ravitaillements, quoi. Je ne vivais que sur ce que j'avais. Et c'est bête. Et puis on emporte trop au début parce qu'effectivement on a besoin de se rassurer, on a peur d'avoir faim. Donc, je comprends tout à fait, mais ça vous apprendrez au fur et à mesure. Hein. Moi, mes sacs ils ont évolué, ils ont perdu 10 kilos entre mon premier sac de trail et mon sac d'aujourd'hui, quoi. Je vous renvoie quand même à cette vidéo sur comment préparer sa course parce que ça va être un peu important justement pour calculer à peu près ce que vous devez emporter pour manger et pour boire. Ça va peut-être vous paraître abstrait si vous débutez, mais voilà, ayez conscience qu'il y a à manger sur ce ravito, je l'ai déjà dit, et que en général, boire, on essaye de boire quand on a soif. Avant, je vous aurais dit buvez toutes les 10 minutes un petit peu, mais buvez quand vous avez soif. Enfin, je veux dire, dans la nature, on boit quand on a soif, on se dit pas je bois toutes les 10 minutes. Et pareil, l'alimentation par contre, il faut faire un peu plus gaffe parce qu'on va essayer de s'alimenter toutes les 45 minutes à toutes les heures parce qu'il ne faut pas faire chuter la glycémie trop bas et se retrouver dans un creux. Parce que ce creux-là, il est assez dur à faire passer. Il peut passer, mais dès que vous êtes dans le creux, en fait, vous allez manger beaucoup, vous allez être lourd. Et voilà, il va y avoir une petite demi-heure de flottement avant de revenir. Après, en ultra trail, c'est parfaitement naturel, mais on va essayer d'éviter au maximum. Même s'il y a des fois, on n'arrive plus du tout à manger et qu'on se rue un peu sur des boissons glucidiques, c'est une solution. Moi, je le fais parfois sur des ultra trails parce que je sais qu'il y a une période où j'arrive plus à manger. Mais voilà, à force, voilà, on se connaît. Et du coup, on sait quelle quantité on a besoin et puis, c'est l'expérience. Bon, c'est un peu pêle-mêle hein, quand même sur l'alimentation, mais voilà, je vous renvoie, il y a une vidéo aussi d'ailleurs sur l'alimentation entre elles qui date un petit peu, mais qui est presque encore vraie, mais même si ma pratique a quand même beaucoup dérivé depuis cette vidéo, quoi. Enfin, ma pratique, ma consommation. Bon, et puis le dernier thème qu'on va aborder, oui, c'est vraiment le dernier thème en plus, c'est la gestion d'avant et d'après-course. Donc la récup et puis l'avant-course, donc je sais pas comment on peut appeler ça, mais bon, on va voir. Donc c'est quand même un truc super important qu'on a tendance à négliger, surtout l'avant-course. Le maître mot avant une course, c'est de se reposer. Alors, on vous conseillera de vous arrêter 4 à 5 jours avant la course. Moi au début, quand je commençais, j'attaquais mes premières grandes distances, je m'arrêtais quasiment 10 jours avant la compétition. Compétition, juste terminée. Et je m'accordais peut-être 1 ou 2, maximum 3 footings, mais jamais rien d'intense et rien de plus de 45 minutes. Et même parfois je faisais du vélo. Mais voilà, le maître mot quand même pour arriver à une course, c'est d'être frais et reposé. Même si la nuit, on sait que toujours avant la course, elle est un peu chelou et on va être stressé avant la course. Enfin, c'est une notion que je comprends plus maintenant parce que à force on s'y fait et même si la distance est énorme, c'est quoi? C'est juste courir quoi, et puis si ça va pas, on marche, et puis voilà, c'est tout. Enfin, il n'y a pas de pression à se mettre sur un trail quoi. Et voilà, n'ayez pas ce réflexe de déjà à l'entraînement de vous dire écoutez, je vais courir la même distance que je vais courir sur mon trail, et surtout, ne faites jamais cette course une semaine avant pour vous rassurer, à vous dire oh là, je suis pas sûr de moi, je vais courir 20 km, il faut que j'aille essayer de courir 20 km une semaine avant. Non mais reposez-vous, détendez-vous, c'est la pire erreur qu'on peut faire et je pense qu'on l'a tous fait au moins une fois dans notre vie. C'est vraiment pas le bon réflexe quoi. Prenez du repos. Faites tourner un petit peu les jambes sur du footing ou sur du vélo, mais rien de plus. Franchement, c'est pas utile. Niveau du repos, après la course, en général, on va s'octroyer, suivant la distance, entre 4 et 10 jours de récupération. Après, ça dépend. Moi, en général, je me laisse 4 jours après une course que j'ai faite, on va dire, calmement. Si j'ai vraiment envoyé, je vais vraiment me laisser 10 jours, quoi. Parce que c'est des erreurs que j'ai faites cette année où j'ai envoyé déjà sur 2 courses de suite, sur des trucs débiles. Et voilà, comme je sais pas envoyer sur des courses, je sais pas récupérer après ce genre de course. Et voilà, c'est parti en live, j'étais fatigué, je me suis fait la cheville, et bon bref. Donc voilà, n'hésitez pas à vous reposer avant et après la course. Il faut se refaire, quoi. Et puis, même si vous avez envie de courir, prenez un peu votre mal en patience. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je vais nager. Parce que la natation, ça sollicite mes muscles en douceur et ça me retape pas les articulations. Ça peut être une bonne alternative. Bon, maintenant, on va aborder la grande question de l'alimentation avant la course. Mais alors là, je suis pas du tout un expert et je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus informés que moi sur le sujet. Comme je vous le dis, moi, j'ai une pratique très nature et calme et du trail. Donc, je me prends pas la tête avec l'alimentation, quoi. Vous l'avez vu sur le vlog des hospitaliers.
bah on picole et on mange n'importe quoi, enfin vraiment sauf sur les grosses courses où là je fais attention, où on va quand même essayer de se charger un petit peu en maltodextrine, hein, en mangeant des pâtes par exemple, pas en prenant des trucs de malto, mais vraiment en mangeant des pâtes. La malto, il faut savoir que de toute façon ça se tient que pour un effort de 4 heures, donc quand tu pars pour 40 heures dans la montagne, t'as beau te gaver de tout ce que tu veux avant, ça sert pas à grand chose, mais bon voilà, je veux dire les 2 ou 3 repas avant la course, on va essayer de faire un peu attention, c'est-à-dire qu'on va manger des pâtes, bolognaise, carbo, ou du quinoa qui a un rendu glycémique beaucoup plus important que les pâtes, mais du poulet, enfin des trucs un peu faibles en matière grasse. Des trucs comme ça, mais voilà, moi avant une course j'aime bien manger mon petit bout de fromage, même si c'est interdit, j'aime bien boire mon verre de vin rouge avec mon fromage, même si c'est pas bien de boire de l'alcool avant une course, enfin... À chacun sa vision de la chose, quoi. Moi, je sais qu'un petit déj de trail, je veux dire, sur l'Alésia Trail, où j'ai, entre guillemets, fait une perf au petit déjeuner, mais j'ai dû manger des pitchs ou des pains au lait, enfin, des pains au lait avec un café au lait, et puis un jus d'orange, enfin, les pires trucs que tu puisses manger en début, avant d'aller à un trail. Et puis voilà, il n'y a pas... Enfin voilà, moi je ne fais pas un pataquès sur l'alimentation, je fais attention tous les jours dans ma vie et les week-end trail, bah, c'est un peu la fête, donc on se fait plaisir. Et puis bah, après il y a ce repas, ce fameux repas d'après-course, parce que normalement après un effort il faut bien manger sans trop de lipides, manger plein de glucides pour se refaire, boire beaucoup d'eau. Alors non, ça par contre c'est essentiel, hein. L'eau je vous dis c'est essentiel, buvez beaucoup d'eau déjà, beaucoup avant la course, pendant la course et après la course, parce qu'il faut refaire son stock d'eau parce qu'on se déshydrate pas mal et on n'a pas conscience. D'ailleurs un petit clin d'œil, hein, buvez de la ceinture, enfin faut aimer, hein, ça je vous oblige pas non plus, mais la ceinture c'est une eau qui est riche en minéraux et en électrolytes et du coup avant après c'est vachement bon pour la récupération et pour la préparation à l'effort. Je ferme ma parenthèse sur la ceinture, mais le repas d'après course, faites-vous plaisir, que vous allez cramer tellement de calories pendant la course, mais mangez ce que vous voulez, puis vous ferez attention demain. Ok, c'est pas optimal pour la récupération, mais on s'en fout, on se calme pendant 10 jours derrière, donc on prend ce qu'on a, et puis surtout la bière, enfin, c'est le truc parfois qui vous accroche à finir votre trail, pensez à cette bière qui vous attend à l'arrivée, même si elle est jamais bonne, mais... Oh, non, vous prenez pas la tête avec l'alimentation, enfin vraiment, évitez quand même de vous faire un McDo la veille ou de manger trop riche, quoi, ça c'est sûr que ça va vous peser, quoi, mais voilà, vous pouvez quand même faire quelques petits écarts. Ah bah je crois que c'est bon, ça y est, on y est. Bon, en tout cas, bah, je vous félicite d'avoir tenu toute la vidéo et d'être arrivé jusque là maintenant, surtout en plus avec tout ce que je vous ai renvoyé comme vidéo encore à regarder, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir et du coup, on peut dire quand même que c'était en soi cette vidéo une bonne préparation mentale pour la suite, hein. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté suffisamment d'informations pour vous rassurer un petit peu et puis comprendre un peu l'univers et ce qui va vous attendre en trail, les défis qui vous attendent. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me poser vos questions, hein, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram, par mail, ou où vous voulez. Je tâcherai d'y répondre du mieux possible. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!